Michel Goya, bonjour. Bonjour. Ancien colonel des troupes de marine, auteur de S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent. Bon, dit comme ça, on ne va pas se mentir. Le titre paraît un peu barbare, mais pour comprendre tout ça, deux images. La première, c'était le 14 juillet dernier. Franky Zapata, l'homme volant du défilé, qui a fait sensation sur les Champs-Élysées. La deuxième, l'armée nord-coréenne et son impressionnant déploiement militaire. On va revenir sur la première image, Michel Goya. L'engin volant de Zapata, c'est ça, l'avenir de l'armée, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la cybersécurité? C'est une partie de l'avenir des armées. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup sur la technologie et plus particulièrement sur la haute technologie. Donc ce sont des éléments évidemment essentiels, très importants, sur lesquels il faut investir. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus prosaïques et la technologie que l'on utilise encore massivement, c'est de la technologie assez ancienne. Alors Florence Parly, la ministre française des Armées, a même lancé le mois dernier la nouvelle stratégie spatiale de défense. Ça promet quand même. Oui, non, mais ce sont des éléments essentiels. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser un certain nombre de milieux. L'espace en est un, incontestablement. Il faut en être, il faut être à la pointe. Mais, et c'est là une des difficultés de l'adaptation des armées, c'est que, en réalité, quand vous regardez nos ennemis, les ennemis que nous affrontons dans la réalité, ce sont des organisations armées. Et ça, depuis 60 ans, principalement. Ces organisations, elles sont équipées de Kalachnikov, matériel qui date des années 40. Elles sont équipées de Toyota Land Rover pick-up au Sahel, qui là aussi date des années 60. Les principales innovations tactiques, en réalité, des 30 dernières années, c'est l'attaque suicide. Ça n'a rien de technologique. Donc des méthodes traditionnelles, oui, comme cette autre image de l'armée nord-coréenne. Tout à fait. Avec rien qui dépasse de tout ça, tout est calculé, tout est millimétré, une armée qui semble puissante, oui. Mais l'armée, c'est de la com aussi aujourd'hui, non ? C'est aussi de la com, mais c'est quand même d'abord et avant tout des soldats. C'est un mélange, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble d'équipements, effectivement, on en parle, on s'en concentre beaucoup, mais c'est aussi des compétences, c'est peut-être même l'essentiel, c'est des façons de voir les choses, c'est des organisations, etc. Bien comprendre que les équipements que l'on évoque, les équipements modernes, il faut maintenant, pour sortir, vous avez une image d'avion, de chasse, de Rafale, il faut pour sortir un avion, il faut au moins 20 ans maintenant, et on va le garder pendant 40 ans. C'est dans un monde qui, lui, évolue beaucoup plus vite. Et donc, il faut, en même temps, être capable de s'adapter très vite à des situations qui sont extrêmement changeantes. On a des équipements français qui datent des années 70, à une époque de guerre froide, où le gros de nos équipements français actuellement, par exemple, ils sont conçus pour affronter des chars soviétiques, pour des avions soviétiques. Justement, pour vous, quelle est la meilleure armée au monde aujourd'hui ? Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que l'armée la plus puissante au monde, c'est incontestablement, par ses moyens, ce sont les forces armées américaines, qui ont des moyens absolument colossaux. Donald Trump qui a quand même pris exemple sur le défilé oui. du 14 juillet français pour reproduire la même chose à Washington le 4 juillet. Oui, c'est-à-dire qu'on a une armée française qui elle-même est très engagée. C'est peut-être l'armée la plus engagée au monde, celle qui mène le plus d'opérations au monde. La France, depuis la fin de la guerre d'Algérie, la France fait une guerre toutes les 3 ans en moyenne. Et sans compter d'autres opérations qui ne sont pas des opérations de guerre. Moi, je n'ai fait un certain nombre, effectivement. Donc, c'est devenu une armée de nomades et qui fait énormément de choses. Quand vous parlez d'art militaire dans votre livre, en quoi est-ce un art ? C'est un art, ou plus exactement, je dirais que c'est plutôt une discipline, comme la médecine en réalité. C'est-à-dire que ça se repose sur des bases solides, des choses, des principes, des rationalités, et en même temps, il y a des choses qui évoluent énormément. Et donc, il faut à la fois maîtriser, j'allais dire, des principes de base, des techniques, des compétences, et en même temps être capable justement de les faire évoluer en fonction des évolutions des sociétés, des évolutions de la démographie, des évolutions des perceptions des choses. Le fait, par exemple, d'être engagé en opération, enfin de réduire au maximum les pertes, de limiter au maximum les risques, ça, c'est une contrainte forte qui n'existait pas forcément auparavant et qui change beaucoup de choses, alors que ça n'a rien, là encore une fois, de technique. Donc il faut être capable à la fois de maîtriser son art, ses principes, et en même temps être capable de les faire évoluer en permanence. En tout cas, Michel Goya, quand on parle d'armée, on a tous en tête Nagasaki, Hiroshima. L'arme atomique a changé évidemment les rapports dans l'histoire, encore aujourd'hui. On le voit entre l'Inde et le Pakistan, par exemple. Bien sûr, c'est un événement, on appelle ça un signe noir.
C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement inattendu qui transforme véritablement les relations. Même si on l'évoque beaucoup moins que pendant la guerre froide, ça reste quand même en fond, je veux dire en fond de tableau. On en a parlé récemment. Bien sûr. On revient sur l'annulation des traités, notamment de la guerre froide, sur les armes nucléaires, on appelle ça de portée intermédiaire en Europe. Donc c'est quelque chose de l'Iran également. L'Iran. Donc c'est un élément fondamental qui, pour l'instant, il faut le dire, a transformé les relations internationales et les a plutôt, je veux dire paradoxalement, qu'ils a plutôt pacifié par la peur en réalité. En tout cas, après tout ce qu'ils ont vécu, les Japonais prônent la fin du nucléaire. Et si tout le monde faisait pareil? Alors il faut distinguer le nucléaire civil du nucléaire militaire aussi. Ils prônent aussi la fin du nucléaire militaire, et des deux d'ailleurs. Non, mais le problème, c'est qu'il sera très difficile de désinventer l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est possible d'en faire une, et il est probable qu'un monde qui serait débarrassé de l'arme nucléaire, ça paraît comme ça intéressant. En réalité, ce serait certainement un monde beaucoup plus angoissé, parce que tout le monde pourrait soupçonner les autres, soit d'en avoir conservé, soit d'être capable de la faire. C'est une arme, c'est comme des armes à feu. Hein. Si il y a ceux qui ont des armes à feu, c'est qu'ils n'en ont pas. Si vous dites, ok, tout le monde fait disparaître ses armes à feu, ok, c'est très bien. Si tout le monde joue le jeu. Mais en même temps, si tout le monde joue le jeu, peut-être que d'autres formes de guerre vont être rendues plus possibles en réalité. S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent, édition Perrin. Merci Michel Goya. Merci. Vous aimez les maths d'ailleurs, Michel Goya? Modérément. Une tannée en tout cas.